Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième journée de la semaine de l'IA chez Sephora. Après avoir parcouru le premier jour les fondements de ce qui est l'IA et hier avoir été dans un peu la technicité de comment fonctionne l'IA derrière tout ce que nous on reçoit comme information, nous allons aller dans un côté beaucoup plus pratique aujourd'hui, l'IA pour mon travail. Je m'appelle Robrecht, je serai votre hôte aujourd'hui et je donnerai la parole tantôt à notre interlocuteur. Avant ça, je vais faire une petite annonce quant au bon déroulement de cet après-midi. Nous sommes extrêmement heureux de vous voir nombreux aujourd'hui et nous faisons de notre mieux de répondre au plus de vos questions pertinentes. Malheureusement, on s'attend à beaucoup de questions, donc une partie ne pourra pas être abordée, mais n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions dans le chat. Malheureusement, pour des raisons techniques, que le chat privé est accessible, mais nos collaborateurs sont là pour les lire. Si jamais vous avez des problèmes techniques, en bas de l'écran, vous trouverez le texte « Pas d'image ou de son ». Cliquez dessus et suivez les étapes pour résoudre le problème. Si ça ne suffit pas, vous pouvez aussi toujours via le chat rejoindre nos collaborateurs pour résoudre ce problème. Et finalement, si votre intérêt pour l'IA a été suscité pendant ce webinaire, génial, aussi via le chat, vous pouvez rejoindre un conseiller du service clientèle qui pourra vous conseiller sur comment et à quand mieux suivre et plus suivre les formations quant à cela. Les formations via Sephora sont cependant toujours destinées prioritairement aux employés de la PC200. Après cette présentation, j'ai l'honneur de vous présenter Diederik Legrain. Diederik est un consultant et formateur spécialisé en intelligence artificielle. En 2024, il a animé plus de 200 cours, formations et conférences sur l'IA dans les secteurs suivants. La vente, commerce, fiscalité, RH, marketing, tourisme, médias, gestion de crise, hôtellerie. Chroniqueur IA pour le magazine Trends Tendance, il est également certifié par le Massachusetts Institute of Technology en AI Implications for Business Strategy et par la London School of Economics en Ethics of AI. La prochaine heure, Diederik nous plongera dans le monde de l'IA. Sa présentation sera suivie d'une session de questions-réponses de 30 minutes. Diederik, la parole est à vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis particulièrement heureux de faire cette session avec vous aujourd'hui. L'intelligence artificielle est devenue une véritable passion pour moi. Et aujourd'hui, mon cœur bat un petit peu plus vite que lors d'autres conférences que je donne parce que vous êtes plus de 2000 personnes à suivre ce webinaire merveilleusement préparé par Sephora. Je les remercie de m'inviter d'ailleurs. On va parler de comment l'intelligence artificielle peut être utilisé au boulot avec ce qu'on dit en anglais des quick wins, c'est-à-dire des choses faciles à faire. Donc ce ne sera pas des grandes théories. On va voir ici pendant 60 minutes une série d'outils IA que vous connaissez peut-être, que vous allez apprendre à découvrir, avec vraiment des démonstrations sur des IA génératives que vous connaissez bien, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, etc. etc. Notez vos questions ou écrivez-les dans le chat au fur et à mesure des interventions. Comme Robrecht l'a dit, on essaiera de répondre à un maximum d'interventions et de questions à la fin des 60 minutes de la conférence. Alors, la première chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que ça fait maintenant 2 ans et demi que le monde entier a découvert l'IA avec l'IA générative, ChatGPT. L'IA existait depuis les années 50, mais maintenant les entreprises, les citoyens, les écoles, les propriétaires d'entreprises, etc. commencent à savoir vraiment que l'IA existe depuis que ChatGPT a été lancé dans le grand public. Et ce que je vois tous les jours dans ma pratique, quand je vais dans des entreprises, ce sont des managers qui tout doucement basculent d'une idée un petit peu attentiste autour de l'IA en disant on va laisser les collaborateurs, les employés explorer à leur aise, etc., à une attitude un petit peu plus volontaire, on va dire ça comme ça. Notamment, vous savez, souvent en technologie, les vagues viennent des États-Unis. Et là, aux États-Unis, il y a un CEO d'une très grosse entreprise qui s'appelle Shopify. Si vous avez déjà fait des achats en ligne, vous avez une chance sur 2, à mon avis, d'avoir acheté quelque chose sur un site fait par Shopify. Et donc, ce CEO a dit, désormais,
On ne va plus attendre que vous exploriez, que vous appreniez de vous-même, etc. On veut que l'intelligence artificielle soit une compétence de base. Et pas une compétence de base pour le secteur IT, comme on dit, les informaticiens, etc., mais une compétence de base pour tout le monde. Et ça, c'est la grosse chose qui change en 2025 et que je perçois aussi quand je rencontre des managers, c'est que tout doucement, ils disent « on voudrait que tout le monde apprenne l'IA ». C'est important, pourquoi ? Moi, je vois régulièrement, il n'y a pas encore longtemps, j'étais dans une entreprise où je rencontre un ingénieur et qui me dit « moi, j'ai envie qu'on me fasse une solution IA sur mesure, je n'ai pas envie de suivre votre formation, monsieur Legrain, pour apprendre comment est-ce qu'on dialogue avec l'IA ». Je pense que cet ingénieur, comme d'autres personnes qui pensent peut-être que ça ne les concerne pas, a tort. L'IA générative, conversationnelle, comme ChatGPT par exemple, que vous connaissez tous, ou Copilot, devient une compétence qui peut être utile pour absolument tout le monde dans une entreprise, et on va le voir un petit peu aujourd'hui. Alors si vous vous mettez dès aujourd'hui, dès cet après-midi, dès demain à l'intelligence artificielle, vous allez voir une compétence qui va apporter un bénéfice immédiat pour votre service, et puis pour vous-même également, parce que vous allez avoir des compétences un petit peu amplifiées, augmentées. Directement, je veux enlever ceci de la table, si vous voulez bien, c'est que l'intelligence artificielle ne va pas vous remplacer. Par contre, les personnes qui ne travaillent pas avec l'intelligence artificielle risquent d'être en concurrence avec des humains, des professionnels qui, eux, utilisent l'intelligence artificielle. Ça, c'était pour la petite introduction. Alors, rapidement, on va parler des modèles les plus connus. Alors, ChatGPT, vous connaissez, c'est pour moi le modèle vraiment le plus polyvalent. C'est le meilleur aussi, il me semble, en raisonnement avancé. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. C'est quand une IA, vous lui donnez une tâche et tout doucement, l'IA, au lieu de commencer à appliquer directement, vous savez, vous avez déjà tous testé ça sur ChatGPT, vous posez une question, Enter, directement la réponse commence à être rédigée. Maintenant, les IA sont amenées à réfléchir, à décomposer par étapes votre demande, votre problème, pour essayer de trouver une solution plus fine. Hier, il y a quelqu'un qui travaille dans une grosse entreprise qui m'appelle, c'est un copain d'enfance, et qui me dit est-ce qu'il vaut mieux ChatGPT ou Claude? Il dit moi j'ai un collègue qui travaille avec Claude, qui est son nom ne l'indique pas, mais qui est une IA américaine. Moi en 2024, personnellement, à titre personnel, jusqu'au mois de septembre à peu près, je travaillais plus avec Claude qu'avec ChatGPT. ChatGPT a beaucoup progressé depuis lors et je vais vous montrer tout à l'heure tout ce qu'il y a moyen de faire avec. Alors il y a Gemini que vous connaissez peut-être, c'est Google. Alors Gemini a ceci de particulier, pour l'instant profitez-en, c'est que la dernière version, la 2.5, elle est accessible gratuitement au grand public et si je puis me permettre, c'est une véritable dinguerie parce que elle peut gérer de très gros dossiers, de très gros volumes d'informations et elle peut faire de longues conversations. Vous avez sans doute déjà remarqué que quand vous travaillez avec une IA gratuite, comme ChatGPT, Claude ou autre, si c'est gratuit, à un moment, ça a tendance à limiter les échanges. Là, il n'y en a pas. Alors, Copilot pour Microsoft, Copilot, c'est un bon choix quand on a toute la suite Office au bureau. Et donc, c'est une IA, en fait, c'est ChatGPT derrière, c'est le même modèle. C'est une IA qui est vraiment spécialisée pour la suite Microsoft, Word, Excel, etc. etc. C'est une sorte de version amoindrie de ChatGPT, et donc elle est reconnue comme telle. Et donc si vous voulez tester en parallèle Copilot et ChatGPT, vous verrez très vite la différence entre les deux. Il y a une IA toujours gratuite de Google qui s'appelle NotebookLM, qui est formidable. Juste avant de venir ce matin, il y a une amie qui travaille dans le secteur du private banking qui m'a envoyé le magazine qu'ils envoient à leurs clients. J'avais le plaisir d'avoir une interview dedans. J'ai mis tout le magazine en PDF. Il fait 60 pages, c'est un gros magazine. Je l'ai mis dans NotebookLM et j'ai demandé à NotebookLM de me faire un résumé audio. On dirait un podcast avec deux personnes qui parlent et qui discutent des articles qui sont dedans. Vous devriez tester ça. C'est assez sympathique comme fonctionnalité, notamment si vous avez des procédures internes, par exemple, ou une communication interne à faire, vous proposez à NotebookLM de vous faire un résumé audio et vos collaborateurs et collaboratrices peuvent l'écouter à n'importe quel moment dans leur auto ou autre.
Alors il y a des modèles moins connus, je dirais peut-être. Mistral, qui est un modèle français. C'est un des meilleurs modèles frontières, comme on dit, au monde. Il y en a peut-être 8 ou 10 qui sont vraiment toujours à la frontière de ce que l'IA est capable de faire ou pas. Elle est appréciée notamment parce qu'elle est européenne et donc ses serveurs étant situés en Europe, elle est un petit peu plus RGPD friendly, si je puis dire. Elle est très performante et elle est en open source. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le modèle, si vous voulez, et le faire tourner sur votre propre ordinateur. Comme ça, même vos documents restent tout à fait en interne. Alors DeepSeek, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une IA chinoise qui a fait un petit peu sensation en janvier dernier, février. Elle est très puissante, elle est gratuite, confidentialité moins bonne, mais par contre, si vous souhaitez travailler avec des documents plus longs et qui ne sont pas confidentiels, vous devez l'envisager, vous devez la tester. Alors il y a Claude d'Anthropic, c'est mon IA préférée jusque le mois de septembre, où ChatGPT, je trouve, a vraiment ajouté de nouvelles fonctionnalités qui sont très sympas. Je vous montrerai tout à l'heure ce que Claude peut faire, notamment, moi je l'utilise encore pour la rédaction. Il y a une rédaction beaucoup plus fine, beaucoup plus poussée, je trouve, que dans ChatGPT. Alors il y en a une que je vais vous montrer maintenant, elle s'appelle Perplexity, parce que souvent, les personnes ignorent que les IA ne sont pas des moteurs de recherche. La plupart des gens l'utilisent comme un moteur de recherche, si vous voulez, comme une sorte de Google. Et l'IA n'est pas un moteur de recherche, ou alors un moteur de recherche très mauvais. Il y en a un petit peu moins mauvais que les autres, que je vais vous montrer maintenant, et qui est moins connu, qui s'appelle Perplexity, que je vous montre là. Alors regardez, Perplexity, je vais lui poser une question. J'agrandis un petit peu pour que vous le voyez bien. Et je vais dire... trouve-moi 10 chiffres sur l'implémentation de l'IA dans les entreprises belges en 2025. Alors, ce que je viens de faire, c'est que je viens de lui parler, et ça écrit directement, c'est une autre IA qui s'appelle Whisperflow. J'appuie, je lance la requête, et c'est toujours à ce moment... Ah, voilà. Et ce que vous voyez, c'est que il propose des sources qui sont intéressantes, que vous pouvez alors, et que vous devez d'ailleurs, un petit peu vérifier. Pourquoi vous devez? Parce que je me rends compte que, et toutes les études le prouvent, c'est que l'IA comme moteur de recherche pour synthétiser des documents qu'il trouve sur le web n'est pas toujours fiable à 100%, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, personnellement, moi je regarde toujours les requêtes et je clique dessus et je vais voir si vraiment le résultat est cohérent et est bon. Ça, c'est une première petite démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA directement au travail? Alors, vous avez sans doute vu des démonstrations quand vous regardez un petit peu sur, si vous vous intéressez un petit peu à la chose, vous regardez sur YouTube, vous regardez des articles spécialisés, vous voyez des démonstrations où vous dites « c'est pas pour moi, ça a l'air beaucoup trop compliqué ». En fait, les IA génératives conversationnelles, style Copilot et ChatGPT, ce sont des IA qui sont faites pour vraiment le langage naturel, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire des choses compliquées avec, on ne doit pas leur expliquer les choses de manière informaticienne, si je puis dire, il suffit de converser avec. Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui très facilement pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. On peut produire très rapidement du contenu écrit. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'IA fait ça relativement bien depuis ses débuts il y a 2 ans et qu'elle fait maintenant de manière excessivement bien aujourd'hui. L'IA est très forte aussi pour synthétiser les grands volumes de données, les grands documents. C'est particulièrement intéressant lorsque vous avez un document où vous voulez absolument aller retrouver l'information précise. Je vous montrerai tout à l'heure une petite démonstration sur comment est-ce qu'on va retrouver une information précise dans un grand document. Alors, le code informatique, si parmi vous, il y a des développeurs, moi j'ai déjà donné des formations devant des services de codeurs, de développeurs, et je dois me présenter devant eux un peu les mains nues en disant « Désolé, je viens vous donner une formation sur l'IA pour les développeurs, mais je ne suis moi-même pas développeur. » Et donc il y a toujours ce truc de dire « Mais est-ce qu'on peut s'y fier ?» Et donc je leur ai montré à ces développeurs toute une série d'outils IA, et dont des outils de nouveau, des outils conversationnels, style ChatGPT ou Claude, très bon pour les développeurs, où vous mettez du code et il vous le corrige ou il vous le fait tourner pour voir ce qui ne fonctionne pas bien. Alors, l'IA peut-elle, grande question qu'on me pose souvent, faire des présentations?
c'est-à-dire des documents bien mis en page, etc., etc. Je dirais là, oui et non. Il y a des IA, donc d'ailleurs je vais vous en montrer une dans un instant, qui permettent de faire des présentations de très bon niveau. D'ailleurs, ce que vous voyez là pour l'instant sous vos yeux, les slides qui passent, c'est fait par IA. Ça ne m'a pas pris très longtemps pour le mettre en page, ça m'a pris plus de temps pour préparer la formation bien sûr. Traduire instantanément, ça c'est quelque chose que l'IA fait aussi de mieux en mieux. D'ailleurs, elle le fait depuis 20 ans, si vous vous souvenez bien. Vers 2005-2010, Google avait déjà son Google Translate. C'était déjà de l'intelligence artificielle sans qu'ils aient mis des gros warnings au-dessus pour dire que c'était de l'IA, mais c'était déjà de l'intelligence artificielle. Elle le fait de mieux en mieux et de plus en plus simultanément. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des applications sur le marché qui vous permettent, par exemple, en direct, vous prenez un écouteur, un mini-écouteur avec un mini-micro et vous le donnez à votre interlocuteur, vous discutez dans 2 langues différentes et vous avez la traduction simultanée de part et d'autre. Alors, l'intelligence artificielle peut faire des chatbots, des petits robots qui répondent aux questions des internautes sur votre site. Ça aussi, ça existe déjà depuis quelques années, mais c'était assez stéréotypé. C'était généralement, ça se présentait sous forme d'arbre. Hein, à l'arrière, en tout cas, on expliquait, tiens, si l'internaute te demande ça, tu dois aller vers ça, etc. Maintenant, l'intelligence artificielle est beaucoup plus fluide et permet d'avoir des chatbots vis-à-vis de l'extérieur, par exemple, des chatbots commerciaux, ou vis-à-vis ou en interne. Vous pouvez avoir un chatbot interne, par exemple, pour voir toute la documentation interne ou les règles internes, notamment c'est quelque chose de très intéressant pour les RH. Alors, la visualisation de données, ça c'est quelque chose que l'IA fait admirablement bien, c'est quelque chose que l'humain ne fait pas bien, c'est comprendre des données quand elles sont un petit peu larges. Prenez n'importe quel tableur Excel avec 1000 lignes et 100 colonnes, ben, vous avez un petit peu du mal à y voir plus clair là-dedans. L'intelligence artificielle fait ça aujourd'hui de manière très très simple. Même un outil comme ChatGPT, vous pouvez lui demander de la data visualisation, comme on dit, de la visualisation de données, ça marche très très bien. Alors, je vais prendre une série d'exemples pratiques, si vous voulez bien. Après une petite gorgée d'eau, on va voir toute une série de choses. Il y en a plein, mais le temps nous est compté et je voulais vous montrer 2-3 choses qui sont un petit effet parfois spectaculaire et rapide. Je ferai des démonstrations en direct ou bien je vous montrerai le résultat obtenu avec des documents. Alors on y va, je vais vous montrer le tout premier et je repasse là. Voilà. Ici, vous avez, je vais un petit peu zoomer pour que vous puissiez mieux le voir, c'est ce qu'on appelle le note-taker. C'est quoi le note-taker? Ce sont des intelligences artificielles qui prennent note de vos conversations ou qui enregistrent vos réunions ou un webinaire ou tout ce que vous voulez, et puis après qui en font un résumé. C'est quelque chose que j'utilise maintenant et chaque fois que je le présente en entreprise, c'est adopté quasi dans les 48 heures, tellement ça permet de gagner du temps. Ici, par exemple, regardez, j'ai un note-taker qui se connecte automatiquement à tous les rendez-vous qu'il voit sur mon agenda, et il se connecte automatiquement à mon agenda en ligne et aux visioconférences. Par exemple, Zoom, Google Meet, Teams, whatever, il se connecte à tout, et il fait ensuite, regardez, un résumé de ce genre-là. Le résumé est impeccable. Donc, au bout de quelques minutes, vous avez non seulement une transcription, je vais aller la chercher, voilà. Comme vous pouvez voir, c'est une transcription dont on peut retrouver le son. Je ne vais pas m'amuser à le jouer, mais on entend tout. Et il y a vraiment tout. Hein. Bonjour, bonjour, tu m'entends, je ne t'entends pas. Il y a va fermer la fenêtre, je vais me resservir un café. Il y a absolument tout. Mais le note-taker parvient à faire un petit résumé de quelques lignes. Et non seulement ça, mais en plus, il vous dit ce que vous devez faire après. Et donc ici, par exemple, il dit, tiens, ce que vous voyez là, c'est une conversation que j'ai eue avec une personne chez Infrabel qui supervisait le stage d'un de mes étudiants en gestion de crise. Et donc, après ça, selon notre discussion, il voit que Stéphane, le patron du service chez Infrabel, a demandé à Adrien, mon
mon élève, mon étudiant, de faire une enquête de ceci, de faire l'intégration des drones, de faire une participation de cela, etc. Diderik, par contre, s'est assigné aussi, c'est moi, s'est assigné une tâche, c'est-à-dire qu'à un moment, je dis, tiens, je vais envoyer un mail au responsable des stages, etc. Il avait noté ça. Et puis enfin, Diderik Legrain a demandé au monsieur Stéphane d'Infrabel d'évaluer l'intégration, etc., etc. Donc, un outil fabuleux que j'utilise absolument tous les jours. Il n'y a quasiment plus rien que je fasse sans enregistrer. Et s'il y a bien quelque chose dans les entreprises, d'une manière générale, qui est une donnée précieuse, mais absolument volatile, c'est l'audio. Toutes les réunions, etc. Et donc maintenant, je peux directement demander, tiens, est-ce que tu te souviens, dans ce stage, à quel moment on a décidé qu'Adrien passerait à 3 semaines plutôt que 4 ? Oui, c'est le 14 mars à 15h03 et c'est toi qui l'as dit, etc. etc. C'est un outil très précieux, notamment pour aussi les suivis de dossiers. Alors, une autre, c'est les assistants de chantier, si je peux dire. Regardez, je vais vous montrer quelque chose ici. Là, on passe sur ChatGPT. Le précédent s'appelait Sembly. Ici, vous voyez, c'est ChatGPT, mais c'est une fonctionnalité un petit peu plus avancée dans ChatGPT. Ça s'appelle les projets. Et les projets, vous voyez, on peut mettre des instructions et on peut mettre des fichiers. Et donc, par exemple, si je lui dis, je vais reprendre une conversation que j'ai eue, je mets un enregistrement sonore, qui est un enregistrement lors de la réunion de chantier du 20 avril 2025. Et je lui mets ça, dans ChatGPT, juste l'enregistrement, et je lui dis simplement « go ». Je ne dois pas lui expliquer « tiens, je voudrais bien que tu refasses ceci, que tu vois cela, et que tu ailles voir si on est bien ». Et donc, il me fait automatiquement, et c'est quelque chose qu'il y a dans la version à 20 € par mois de ChatGPT, donc ce n'est pas un gros investissement pour un professionnel ou pour une entreprise. Et regardez, il me fait automatiquement, avec une conversation, c'est une conversation embêtante, c'est-à-dire il y a plusieurs personnes qui parlent, il y a parfois des trucs, attention à la marche, je ne sais pas, c'est une visite de chantier, donc c'est une conversation un petit peu compliquée avec on va passer à l'autre pièce. Il y a plein d'informations qui font du bruit et qui ne sont pas utiles. Eh bien, ChatGPT, simplement, je lui ai donné ici des instructions en disant quand je te donne une nouvelle réunion de chantier, eh bien, tu condenses et tu regardes si c'est cohérent par rapport à ce qui a été fait avant. Et il me dit, ben voilà où on en est, la description des travaux. Et il voit, tiens, il y a des retards par rapport au planning. Ah, ça, c'est embêtant. Et il me fait vraiment le truc des retards, etc., les solutions, les sécurités. Il me fait un rapport très complet sur base de simplement une transcription d'un audio. Puis je lui dis, alors vous voyez, il est collaboratif, puisqu'il me dit, est-ce que tu veux que je te le mette en Word ou en PDF ? Je dis d'abord, je veux le planning mis à jour. Et il me fait un planning mis à jour. Vous voyez ici le gros œuvre, l'activité, la période, la nouvelle période estimée, etc. Simplement parce qu'il va automatiquement réécouter, enfin, si je puis dire, il n'écoute pas avec des oreilles, mais il va réanalyser tous les rapports précédents de chantier, le planning initial, etc., de manière automatique. Autre petit truc que j'aime bien, c'est de nouveau, on est ici de nouveau dans ChatGPT et de nouveau dans les projets, et vous voyez, j'ai des instructions. Les instructions, c'est tu analyses les CV et les lettres de motivation fournies par l'utilisateur de ChatGPT, et tu vois à quelles offres d'emploi qui sont pour l'instant sur le site d'un faux employeur, on va dire, et tu vas voir à quoi elles correspondent et tu vas voir si les offres, tu vas analyser ces CV de manière automatique pour voir si ça correspond bien ou pas bien à la description de fonction et aux exigences du poste. Et donc je vous montre ici un chat, je vous dis, c'est tout à fait fake, donc n'ayez pas peur que j'ai tout à coup mis un CV de Lucien Dubois qui existerait, ça n'existe absolument pas. Et donc vous voyez ici, il y a une lettre de motivation et un CV, j'en mets plusieurs, comme vous voyez, candidature 2, candidature 3, et de nouveau, je ne donne aucune autre sorte d'instruction, je lui dis go, et voilà, il me fait une analyse des candidatures pour le poste de chez un employeur fake, c'est un faux exemple que j'ai donné. Les diplômes, quels sont les diplômes, les points faibles, etc. Emma Leroy, les points forts, les points faibles. Kamel Ben Ali, les points forts, les points faibles. Points forts, points faibles, par rapport aux exigences de l'offre d'emploi elle-même.
Et puis il me dit, voilà, le classement par ordre d'intérêt, c'est 1 Kamel, 2 Lucien, 3 Emma. Et je dis, moi je voudrais bien qu'on revienne sur le 1. Et il me prépare directement les questions. Et les questions sont différentes d'une personne à l'autre, parce qu'on pourrait dire, tiens, ça doit être le même pour chaque candidat. Pas du tout, il fait vraiment des questions très différentes, vision, motivation, etc. Puis je lui demande de faire un autre candidat, et je vois bien que il va vraiment chercher des informations qu'il retrouve dans le CV ou la lettre de motivation, et il va un petit peu plus loin. Autre possibilité aujourd'hui de l'IA, ici je suis toujours avec ChatGPT parce que c'est un outil relativement, même très polyvalent et très connu, mais ça fonctionne aussi avec d'autres IA, avec Gemini, avec Copilot, etc. C'est de la transformation de données, et notamment de données dans une image. Regardez ici, par exemple, je donne une image et je lui demande d'analyser les risques sur un chantier et de le faire en résumé sous forme de tableur, et les risques, mais aussi les mesures de précaution à prendre pour y pallier. Et donc voilà, il me fait ça. Comme vous voyez, en quelques secondes, j'ai un tableur avec les risques, présence de grues, travailleurs non visibles, ou structure en âme, la nature de risque, collision, non-équipement, chute des hauteurs, mesures de mitigation proposées, eh bien les voilà. Si vous êtes justement dans le travail de la construction et de la sécurité et la protection au travail, vous allez peut-être vous dire, oh, ça c'est un petit peu léger comme analyse, et je serai absolument d'accord avec vous. Tout ce qui est fait en 15 secondes avec l'intelligence artificielle est généralement mauvais. C'est juste pour vous montrer. Si on ajoute à cette conversation le standard d'exigence de sécurité que vous avez par exemple dans votre entreprise, alors il va être beaucoup plus précis. C'est juste pour vous montrer comment il peut transformer de la data visuelle en data sous format Excel par exemple. Et donc après, on n'a plus qu'à le télécharger en format Excel ou autre. Alors, encore quelques-uns de ce genre-là. Il transforme des documents aussi. Ici, c'est un PDF, c'est un bon de commande fictif. Et je lui demande d'analyser le document et de me faire un tableur en mettant ce genre de choses. Voilà, le nom de l'entreprise, l'adresse de livraison, et il me fait ça. Ce qui n'est pas terrible, mais parce que je ne lui avais pas donné des bonnes instructions. Donc, je vais un petit peu plus loin dans les instructions et je lui dis, et vous voyez que là, on est vraiment dans le domaine du langage naturel. Je voudrais qu'il y ait 2 colonnes complémentaires vis-à-vis des articles, une sur la livraison, une sur la quantité. Et il me fait ça alors de manière impeccable. Et il me le fait exactement comme je le souhaitais à la base. C'est important parce que j'ai régulièrement confronté à des personnes qui ont déjà utilisé l'IA, notamment à ses débuts, quand ChatGPT a été lancé, c'était il y a 2 ans et demi, et qui disent « c'était pas terrible, j'ai arrêté ». Ou qui l'utilisent encore et qui le testent encore aujourd'hui et qui disent « c'est quand même pas terrible ». L'autre jour, j'étais dans une entreprise en région liégeoise et les collaborateurs avaient demandé à leur patron de faire une petite sensibilisation à l'IA. Et le patron, il n'était pas trop chaud. Il dit « j'ai essayé, c'est pas terrible ». Et donc, j'ai parlé avec ce monsieur, je lui ai dit « mais qu'est-ce qui vous défrise, si je puis dire, dans l'intelligence artificielle ?» Je fais des réunions trop longues, mes collaborateurs me le disent. Je fais des résumés de réunions trop longs. Et même dans le mail qui envoie le résumé de réunion, il est encore trop long et donc finalement personne ne le lit. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé et c'était très mauvais. J'ai dit, qu'est-ce que vous appelez très mauvais? Regardez, il y a 5 lignes, c'est vraiment trop résumé. Est-ce que vous avez dit à ChatGPT que c'était pas bon, est-ce que vous attendiez? Non. La personne ne s'était pas dit, tiens, c'est une IA à qui je dois parler comme une sorte de stagiaire. C'est pas un programme qui fait tout bien du premier coup. Il faut être dans la conversation. Il faut lui dire non, c'est trop court, je voudrais quand même quelque chose de plus détaillé, et puis il me semble que tu oublies ça. Et au bout de 2-3 questions, non seulement il s'adapte à vous et retient pour la suite, quelque chose qu'on verra peut-être tout à l'heure si on a le temps, si Robrecht ne me fait pas signe que je dépasse les 60 minutes. Sinon, retenez que l'IA peut retenir d'une conversation à l'autre certaines choses, notamment votre degré d'exigence. Alors le fameux Claude, nous y voilà, je vous en avais parlé tout à l'heure. Alors Claude, c'est pas... je suis wallon, namurois, vous avez peut-être remarqué à mon accent, et vous dites peut-être que je prononce Cloud en anglais en disant Claude. Non, c'est bien Claude, c'est bizarre, c'est une IA américaine, mais qui a un prénom francophone. De nouveau ici, vous voyez, c'est un exemple, mais ça marche sur tous les autres, c'est un exemple d'assistant IA, comme je vous ai montré les précédents, par exemple le fake assistant pour
une entreprise, le fake assistant pour l'analyse de recrutement, pour ceci, pour cela. Ce sont donc des assistants IA, simplement, ce sont des chatbots, comme on peut avoir sur ChatGPT. Simplement, on leur ajoute des choses, des documents et des analyses, des instructions qui ne sont pas très longues, comme vous pouvez le constater. Alors regardez, par exemple, je vais mettre... aujourd'hui, j'ai donné une conférence sur l'intelligence artificielle à 2000 personnes. Je vois l'engouement depuis 2 ans. Il y a encore 2 ans, il y aurait peut-être eu 20 personnes. Donc je vous dis ça. Et comme il a mes instructions et mes documents, à savoir mes documents, eh bien, ce sont des posts LinkedIn que j'ai écrits et qui ont eu un petit peu de succès. Donc je lui dis, tiens, ces posts LinkedIn-là, ils ont bien marché. Tu vas être mon copywriter. Tu vas écrire un post LinkedIn comme moi je l'aurais fait, non pas en copiant-collant ce que j'ai écrit dans d'autres posts, simplement en t'adaptant et en imitant. Et regardez, j'appuie sur Enter, et regardez ce qui va se passer. Il va me le faire, peut-être bien, peut-être pas bien, on va voir. C'est toujours quelque chose, il y a toujours un petit côté de loterie, si je puis dire, mais on voit qu'il fait le taf. Il dit, voilà, je vais créer un post LinkedIn. Je ne lui ai pas dit de créer un post LinkedIn, il a compris parce que j'étais dans un assistant qui écrit mes posts LinkedIn, et il va mettre un post LinkedIn que vous voyez ici à votre droite, et qui, effectivement, est un post LinkedIn comme j'aurais peut-être pu l'écrire, c'est-à-dire que moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas trop d'émojis, j'aime bien des paragraphes et des phrases très courtes, j'aime bien des posts courts, il est peut-être un petit peu plus long que ce que j'aurais fait, mais par contre, si je le lis comme ça rapidement, je me dis que c'est vraiment quelque chose que j'aurais pu écrire. Merci à cet assistant qui a bien travaillé. Alors, qu'est-ce que les IA peuvent faire encore? Je passe maintenant à une autre, c'est de nouveau ChatGPT. ChatGPT, si vous vous souvenez bien, comme beaucoup d'intelligence artificielle, quand on leur demande de faire de l'image avec du texte dedans, ce qu'on appelle une infographie, on va dire, si vous vous souvenez, jusqu'il y a quelques semaines, généralement, c'est du charabia qui s'écrivait. C'était ni du français, ni de l'anglais, ni rien d'approchant, c'était du charabia. C'était même pas une langue. L'IA avait beaucoup de mal à faire ça. Maintenant, depuis quelques semaines, ChatGPT a beaucoup évolué, c'est même assez impressionnant. Je lui demande de me faire une infographie moderne et claire avec ce texte. Et regardez ce qu'il me fait. Il me fait une infographie effectivement moderne et claire avec le texte. Et bon, j'aurais pu aller plus loin et lui dire je voudrais que ce soit en vert, je voudrais bien une autre design, etc. Mais c'est ce que ChatGPT peut faire aujourd'hui. Bonne nouvelle, c'est le ChatGPT gratuit peut le faire également. Vous pouvez faire 3 images par jour, si j'ai bonne mémoire, dans la version gratuite. Un petit point sur la version gratuite et payante, parce que ça c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il vaut mieux prendre l'IA gratuite ou l'IA payante? La première chose. Généralement, ce sont des abonnements qui ne sont pas chers. Généralement, c'est aux alentours de 15, 20 dollars, euros par mois. Moi, je dis, prenez-le au moins un mois. Si vous ne voyez pas de différence avec l'IA, le ChatGPT gratuit, par exemple, c'est que vous ne l'utilisez pas bien, que vous ne l'utilisez pas assez et que vous ne tirez pas la force, toute la puissance de ce que vous pouvez tirer de l'IA. Donc, revenez à la version gratuite. Ou alors, meilleure idée, vous voyez ça comme un avertissement en vous disant « Tiens, je ne vois pas de différence, donc c'est que je ne l'utilise pas bien, je voudrais aller plus loin ». La deuxième chose, c'est que les IA payantes ont des fonctionnalités. Je vous ai montré sur ChatGPT ou sur Claude les assistants. On leur donne des instructions et des documents. Ce sont généralement des fonctionnalités payantes. Et la troisième chose, c'est qu'avec les fonctionnalités payantes, vous avez généralement un degré de confidentialité plus élevé. Vous pouvez désactiver le fait que l'IA s'entraîne avec vos données et vos conversations pour s'améliorer. Petite discussion comme ça, petit conseil au passage. Alors, on passe à une toute autre IA qui s'appelle Gamma. Dans la semaine de l'IA que vous suivez, si vous avez suivi les autres sessions aujourd'hui, vous avez peut-être écouté Dominique Mangiatordi lundi. C'est Dominique Mangiatordi qui m'a fait découvrir cette IA il y a maintenant déjà 2 ans, je pense. Et regardez, ça s'appelle Gamma, gamma.app. C'est vraiment formidable, c'est pour faire des présentations. Et alors là, je vais vous la montrer en direct. J'ai mis plusieurs slides.
Slide 1, comment on travaille, qu'est-ce qu'un agent IA, enfin 2-3 slides de ce genre-là, vous voyez. L'idée, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin, on peut retravailler les slides, mais là, ce n'est pas tellement pour le contenu, c'est plutôt pour la mise en page que je vais vous montrer. Je vais lui demander de me générer une mise en page, et vous allez voir la rapidité de la chose. Si le Wi-Fi... ah ben voilà, c'est parti. Donc c'est une IA qui a ce côté impressionnant, c'est qu'il met en page des choses de manière vraiment pas mal. Et on va attendre qu'il ait terminé. Et comme ça, je vous montrerai ce qu'il a fait. Alors, regardez. C'est pas la meilleure mise en page que j'ai vue, mais ce qui est chouette, c'est qu'on peut lui demander de réessayer les mises en page ou même de les faire soi-même. C'est comme sur Word ou sur PowerPoint, vous pouvez tout éditer, ajouter des photos, etc., etc. Et il me propose toute une série de mises en page. Regardez, vous voyez là, sur la droite, toutes les autres mises en page qu'il me propose. Et regardez, j'ai quelque chose avec lequel je peux travailler, comme on dit, c'est-à-dire améliorer. J'utilise beaucoup Gamma.app avec mes étudiants parce que c'est une IA freemium, c'est-à-dire que même avec la version gratuite, vous pouvez faire pas mal de choses. Quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que mes étudiants ont tendance à se déconnecter le cerveau. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec Gamma et puis ils font plus attention à ce que l'IA produit. Et je vois bien qu'il y a des erreurs. Il y a des mots qui ne veulent rien dire, par exemple, ou parfois des mots compliqués ou des concepts compliqués. Je me dis, waouh, mes étudiants, ils ont 20 ans, ils sont 19 ans, et ils sont en bac 2, comme on dit, deuxième année d'études supérieures. Mais c'est bizarre qu'ils connaissent ça. Alors, quand ils sont devant le tableau, là, et qu'ils font la présentation, je dis, est-ce que vous pouvez me réexpliquer ça? Et ils bug, ils ne savent pas. Donc, c'est important, c'est même crucial, qu'en tant qu'utilisateur de l'IA, vous ne débranchiez jamais votre cerveau. Moi, ce que je dis, il ne faut pas lâcher les mains du volant. C'est vous l'utilisateur final. C'est vous qui devez faire le dernier kilomètre de vérifier les choses. Donc, ne vous laissez pas avoir pour le côté waouh, mais même si je dois bien admettre que ce côté waouh m'impressionne toujours malgré des années d'utilisation. Alors, je vous montre ici une autre IA qui s'appelle NotebookLM. NotebookLM, c'est une intelligence artificielle de Google qui est gratuite. Dans sa version gratuite, on peut télécharger jusqu'à 50 fichiers, dont, et ça c'est quelque chose qui va vous intéresser peut-être, dont des fichiers audio. Ça c'est vraiment intéressant parce que vous branchez votre dictaphone lors d'une réunion simplement sur votre smartphone, vous mettez votre fichier audio et il le transcrit. C'est même d'une rapidité assez surprenante. Mais surtout, vous pouvez mettre jusqu'à ici 50 fichiers. Je n'en ai mis qu'un. Dans la version payante, vous pouvez même aller jusqu'à 300 fichiers, et je ne sais plus combien de gigas, mais c'est juste gigantesque. Ici, j'ai mis quelque chose que les Wallons qui ont déjà eu un maille à partir avec l'urbanisme, qui ont déjà fait des choses urbanistiques chez eux, connaissent bien. Mais j'imagine que c'est pareil dans les autres parties de Belgique et du monde. Il y a un code, le code du développement territorial. C'est une brique, elle fait des centaines de pages et c'est complexe évidemment. Et ici, regardez, j'ai une petite interface qui me permet de poser des questions et je vais lui poser une première question. Si j'ai introduit une demande de permis mais que je veux la modifier avant même qu'on statue sur ma demande, est-ce que c'est possible et qu'est-ce que je dois faire? Alors, on va voir. J'appuie sur Enter et comme c'est un gros fichier qui est vraiment même lourd digitalement, si je puis dire, ça prend quelques secondes. Et voilà, et il me dit, voilà tout ce qu'il faut faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, je survole et il me montre l'endroit dans le code qui est important. C'est quelque chose qui est vraiment très pratique. Ici, c'est vraiment sur un exemple très simple. Alors, il y a quelque chose qui est sympathique aussi, c'est que vous pouvez faire des résumés audio. Je ne vous le montre pas, mais c'est très drôle. Vous avez vraiment deux personnes qui parlent, comme si elles étaient à la radio de votre travail. Vous pouvez faire aussi des cartes mentales. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu comme moi, c'est-à-dire un petit peu visuel. Vous pouvez, je vais voir si elle apparaît, la carte mentale, génération, elle est toujours en train de le faire.
la carte mentale, le mind mapping, comme on dit, ça permet de voir visuellement des concepts, etc. Ici, je vois que l'IA a un petit peu de mal. Vous allez devoir donc me croire sur parole. Si vous êtes un adepte comme moi pour avoir une représentation visuelle de concepts ou de choses, la carte mentale est très bien. Alors, qu'avons-nous d'autre à voir encore rapidement? Alors ici, par exemple, c'est un chatbot. Un chatbot que j'ai appelé simulateur pour les commerciaux. C'est un chatbot d'entraînement, si vous voulez. Les liens sont fournis avec les documents remis à Sephora, donc je suppose que Sephora vous les fera parvenir. Vous pouvez le tester. Ici, par exemple, on imagine quelqu'un qui dit « Tiens, je voudrais un petit peu m'entraîner avant voilà, quelque chose que je voudrais bien essayer parce que je ne suis pas sûr, je suis un nouveau vendeur. » Et donc, il dit « Voilà, OK, vous voulez devenir... » Donc, je suis un vendeur de maison. Vous voulez chercher une maison pour devenir propriétaire et voilà, ils hésitent, etc. parce qu'ils disent c'est trop cher pour nous. Votre mission, c'est de convaincre Clara et Julien de la valeur ajoutée, parce que c'est vrai que vous êtes un petit peu plus cher que la moyenne du marché. Et donc, je joue le rôle de Clara et Julien. Nous allons commencer l'échange. Est-ce que vous êtes prêts? Et donc, il démarre, voilà. Il démarre vraiment. Clara, merci, c'est superbe, on aime beaucoup. Julien aussi, mais pourquoi est-ce que c'est aussi cher? Votre réponse? Moi, je joue un Julien qui raconte n'importe quoi. Nos maisons sont super performantes et sur le long terme, vous êtes gagnant. Et donc, je fais vraiment plein de réponses pas terribles jusqu'à ce que, pour que l'IA comprenne que c'est pas terrible. OK. Alors, je dis fin de l'entretien. Moi, il me fait un feedback. Et le résumé, les points positifs, les axes d'amélioration, la gestion de la pression et une proposition pour la prochaine simulation. Et regardez, il me le dit... voilà, il me le dit plutôt que de laisser uniquement le catalogue, terminer sur une question, une invitation forte pour maintenir l'intérêt. Exemple, faites ceci, faites cela. Donc ça va vraiment analyser un entretien. Ça peut être un entretien d'embauche, si vous êtes dans le cas et que vous nous regardez aujourd'hui, mais ça peut être un entretien pour vos commerciaux, ça peut être toutes sortes d'entretiens. Un manager, un chef de service qui doit gérer des situations un petit peu délicates parfois. Alors on lui met un entretien, on dit... Voilà, tu dois gérer le fait que Sylvie est une excellente collaboratrice depuis 5 ans, mais les 6 derniers mois, elle arrive de plus en plus souvent en retard aux réunions, etc., etc. Essaye de lui en parler. Et donc, l'IA, le chatbot, fait le rôle de Sylvie et vous devez répondre comme si vous deviez avoir cette conversation compliquée avec Sylvie. Et à la fin, le robot, le bot, comme on dit, le chatbot, vous fait un petit débriefing. C'est extrêmement utile. Alors, on peut faire aussi des chatbots internes, un petit peu RH. Par exemple, ici, c'est de nouveau un fake, une démo que j'ai faite. Un assistant pour un service public, la province de Namur, où on souhaite, j'imagine, comme partout ailleurs, que les agents disent du bien de la province de Namur sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle en marketing l'employee advocacy. Et donc, on a fait un chatbot qui a, vous pouvez le regarder ici, je vais vous montrer ce que c'est un chatbot à l'extérieur, parce que je vois qu'on a encore un petit peu le temps. Il y a des instructions. Comme vous voyez, les instructions sont relativement longues. Et il y a une base de connaissances, c'est un document, c'est simplement la charte pour les employés de ce service public de la province de Namur. Je retourne en arrière, si l'IA veut bien me faire ça, voilà, super. Alors regardez, c'est un utilisateur qui commence tout bêtement. À midi, on a fêté le départ à la retraite d'un collègue. Avec l'accord du chef de service, on a ouvert une bouteille de mousseux. Est-ce que je peux mettre une photo de ce bon moment sur les réseaux sociaux? Et l'IA va voir dans ses instructions, c'est ChatGPT toujours, hein, mais un ChatGPT qui va vraiment répondre aux instructions que vous lui avez mis préalablement et qui va consulter aussi dans les documents que vous lui avez fournis dans sa base de données s'il trouve des conseils là. Et s'il ne les trouve pas, il dit tout de suite et vous allez voir. Bon, tu peux publier une photo mais sur certaines conditions. D'abord, est-ce que l'accord de tes collègues, est-ce qu'ils sont d'accord pour que tu prennes une photo et que tu le mettes sur les réseaux sociaux? Contexte privé, attention,
tu représentes l'administration, faut éviter tout ça, etc. Recommandation, est-ce que ça pourrait gêner quelqu'un? Et il me dit, si tu veux, je peux même t'écrire un petit brouillon. Mon collègue, c'est Philippe, il est super sympa. On l'appelait Monsieur Sympa tellement il était sympa. Et il fait une proposition de poste. Voilà pour, d'une manière générale, les chatbots. Je vais le remettre, voilà, extra. Alors, quelques conseils pour terminer ce premier tour de table. Dans quelques minutes, vous pourrez poser les questions. Voilà des conseils que je vous donnerai, des conseils vraiment très pratiques. Tout d'abord, commencez petit. Ne vous dites pas il me faut un assistant qui fasse ça, c'est très compliqué, relire tout, etc. Commencez avec des petites choses si vous êtes vraiment débutant avec l'intelligence artificielle. Commencez petit, mais commencez. N'attendez pas que l'IA soit parfaite, par exemple. Elle ne sera jamais tout à fait, mais elle s'améliore sans arrêt. Et donc, commencez petit à petit. Faites la conversation. Ne vous contentez jamais de la première réponse. Je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui dit « fais-moi un résumé », c'est trop court. Bah, c'est trop court, il faut le dire plus long, plus ceci, moins cela, etc. etc. Et c'est vrai à peu près pour tout. Toutes les sortes de conversations, ça marche. Adoptez une routine, c'est-à-dire essayez tous les jours de vous dire quelle tâche est-ce que je pourrais faire avec l'IA aujourd'hui. Et si vous n'avez pas le temps, mais peut-être en fin de journée, commencez une conversation avec ChatGPT ou l'autre IA que vous aurez adopté et vous lui dites « Tiens, voilà les tâches que j'ai faites aujourd'hui avec lesquelles tu aurais pu m'aider. Mais je n'ai pas eu le temps, mais avec lesquelles tu aurais pu m'aider. » Comme ça, ça vous... Alors, c'est un conseil bizarre que je vais vous donner, c'est de dire envisagez l'intelligence artificielle comme une personne. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un algorithme. Même s'il est poli et tout ça, ça reste jamais que des O et des 1. C'est un algorithme. C'est une machine qui calcule, si je puis dire. Mais si vous l'envisagez comme une personne, c'est parce que les IA, en tout cas conversationnelles, style ChatGPT, Copilot, etc., ont été conçues pour comprendre le langage naturel de l'humain et s'adapter. Donc, parlez-lui comme une personne, mais dites-lui quelle personne vous souhaitez être. Je voudrais que, en tant que spécialiste des réseaux sociaux, tu me donnes 3 conseils sur les réseaux sociaux, par exemple. Partagez vos réussites. Si vous réussissez des choses, montrez-le aux collègues, montrez comment vous pouvez faire, partagez les prompts, les requêtes, comme on dit, si vous avez réussi à faire quelque chose de particulièrement efficace. Et puis, formez-vous continuellement. N'attendez pas nécessairement qu'il y ait des formations structurées et formelles. Je veux dire, vous pouvez essayer les IA conversationnelles sur à peu près tous les secteurs de votre vie et vous pouvez peut-être aussi le commencer même dans la vie privée. Je vois bien qu'il y a souvent dans la vie privée, on utilise l'IA pour des choses très créatives et là, il y a un déclic qui se fait, qui se dit « Ah, tiens, je l'ai utilisé pour faire mon voyage, je pourrais aussi l'utiliser pour faire ça, tiens. » Alors, si vous êtes chef de service, manager, patron d'entreprise, dites-vous qu'il y aura des réticences. Et ces réticences, elles sont normales. C'est un changement important. C'est normal qu'il y ait des réticences. Alors, comment est-ce qu'on peut... Alors, je dis vaincre les réticences. Franchement, je n'aurais pas dû mettre ce mot-là. J'aurais plutôt dire comment les accompagner, comment les comprendre. La première chose, montrer ce qui peut être fait. Ne dites pas dans l'absolu, faites-le. Non, non, montrez-le concrètement en ouvrant une fenêtre sur un chatbot et en expliquant comment ça fonctionne. Vous posez des questions, vous voyez ce qu'il fait, etc. Vous devez être transparent. C'est-à-dire que ça va servir à quoi, l'IA dans votre service? À travailler plus vite, à prendre plus de dossiers, à être plus qualitatif? Vous devez dire le gain que vous espérez et vous devez en discuter en interne. Créer un climat de confiance, on peut se tromper avec l'IA. L'IA fait des erreurs, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours vérifier 2 fois. Mais si vous tombez à bras raccourcis sur le moindre collaborateur qui a fait une erreur avec l'IA, plus personne ne l'utilisera. Identifiez les personnes qui l'utilisent bien dans votre service pour qu'elles donnent des conseils aux autres. Les premiers succès, c'est toujours gai de les célébrer. Hein, donc n'hésitez pas, quand vous réussissez à faire une tâche de bout en bout avec l'intelligence artificielle, pourquoi pas offrir un petit morceau de tarte à 16 heures, ça peut être sympathique. Et puis fournissez des ressources, c'est-à-dire des tutoriels, etc., etc. Et un tout dernier conseil avant de prendre vos questions et vos réponses. Je regarde, bon, on met un petit peu plus de temps, regardez. Je vais vous montrer, l'IA peut être vraiment flagorneuse, comme on dit, c'est-à-dire frotte la manche, cire-pompe, comme on dit.
c'est quelque chose qui l'empêche d'être vraiment bonne. C'est quelque chose qui l'empêche de vous donner vraiment des bons conseils. Et je vais de nouveau montrer, le mieux c'est de le faire par la conversation, comme je vous l'ai dit. Regardez, j'ai fait une conversation et je dis, c'est de nouveau tout à fait fake, si je puis dire, je voudrais ouvrir une librairie à Dinan en Belgique, ça s'appellerait Les Amis du Beau Livre, je suis excité par cette idée. Et regardez, ChatGPT, il me dit, moi, quelle belle idée, c'est magnifique. Vous avez déjà tous eu ça avec une discussion avec ChatGPT. Il adore tout ce que vous faites. Il est fait pour. Comme c'est un outil conversationnel, ces concepteurs ont fait depuis le début en sorte qu'il soit agréable. Le problème, c'est qu'il dit des trucs un peu cons. Hein. Les Amis du Beau Livre, rien que le nom me donne envie de flâner, de repartir avec un trésor sous le bras, etc. etc. Bon, alors il me dit, bon, voilà quelques premières pistes de réflexion, etc. etc. C'est, voilà, les Amis du Beau Livre, c'est une communauté, on va faire un... Et puis je dis, non, là, mon vieux, non. Moi, je n'achète pas, je n'aime pas ce que tu as fait, je voudrais que tu sois moins flagorneur, moins cire-pompe, et que tu m'aides plus avec une approche critique. Ok, regardez comme il change complètement de tonalité. On pose les paillettes et on passe en mode lucidité stratégique. Voilà une première grille de critique. Alors le marché, c'est bien, mais à Dinan, qui va y acheter quand il n'y a personne hors saison? Le lieu, Dinan est charmante, mais c'est une petite ville avec une saison touristique courte. Le modèle économique, et regardez même le nom et le positionnement. Les Amis du Beau Livre, je trouvais que c'était un nom particulièrement mauvais, mais je voulais voir s'il allait me le dire. Non, non, pas du tout. Il m'a serré les pompes. Mais quand je lui dis d'arrêter de me serrer les pompes, ben, regardez, il dit, ça peut paraître élitiste ou désuet. Est-ce que c'est cohérent avec le public jeune, etc. etc. Ça, on n'a ça que dans la conversation. On a vraiment cette possibilité de dire, non, non, arrête, je veux que tu ailles plus loin. Alors, ce qui est intéressant, je regarde, j'ai encore 5 minutes pour vous montrer une petite chose intéressante sur ChatGPT. Je vais essayer de le remettre en plus petite, qu'on le voit mieux. Sur ChatGPT, je vais vraiment le mettre comme ça, ok. Sur ChatGPT, voilà. Vous avez ici quelque chose dans les paramètres. Vous avez la possibilité de dire, je vais aller dans la personnalisation, vous avez ici faire référence aux éléments mémorisés. ChatGPT se souvient de ce que vous lui dites. Je vais vous montrer, s'il veut bien revenir en arrière. Ah bah, on dirait que ChatGPT ne veut plus m'aider, ou c'est mon ordinateur qui bug. Ah voilà. Regardez, par exemple, je vais dire, j'ai un nouveau client énorme qui va me rapporter 2 millions d'euros par mois. Ça s'appelle la boucherie Badaboom. Je vais faire leur chatbot d'intelligence artificielle. J'envoie ça et regardez ce qui va se passer. Ah non, il ne le fait pas systématiquement. Alors il est marrant, donc il me dit, voilà, waouh, la boucherie Badaboom, etc. Mais il n'a pas fait ce que j'attendais de lui. Je dis, je voudrais que tu gardes ça dans ta mémoire. D'habitude, je vois qu'il le fait automatiquement, mais parfois il ne le fait pas. Alors là, je vois qu'il l'a fait, regardez, élément mémorisé, mise à jour. Didrik a un nouveau client énorme nommé Boucherie Badaboom qui va lui rapporter 2 millions d'euros. Il va développer un chatbot d'intelligence artificielle. D'habitude, il le fait spontanément quand il apprend quelque chose d'important pour moi. Il ne retient pas toutes les conversations, mais il retient des éléments importants qui me permettent alors d'une fois à l'autre d'activer ça parce qu'il s'en souvient. Parfois, c'est lui qui fait des liens en disant « Tiens, tu te souviens Boucherie Badaboom t'avait demandé de faire ça. Tu pourrais l'appliquer peut-être aussi au cas de Sephora qui te demande de faire ça. » Je me dis « Ah oui, tiens, pas bête, j'avais oublié, mais c'est pas bête. » On peut lui demander aussi oublie cet élément, c'était une blague. Et on va voir s'il va le faire. Voilà, je vois qu'il l'a fait, mais sinon on peut le faire manuellement. Vous pouvez aller voir régulièrement ce qu'il retient sur vous.
Et voilà, il continue à rigoler. Si tu veux une vraie boucherie de projet, je suis toujours prêt à tailler dans le vif avec toi. C'est parce que je lui ai demandé depuis belle lurette, dans les instructions personnalisées, d'adopter un ton un petit peu guilleret, si je puis dire, avec moi, parce que c'est toujours plus sympa qu'une IA trop formelle qui me dit toujours vous, qui, etc., etc. Moi, j'aime bien que l'IA soit un petit peu plus sympa. Voilà, je regarde rapidement des questions. Donc voilà, on est au retour des questions. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions. Je vais passer maintenant du côté de Robrecht et on va pouvoir répondre ensemble à vos questions. J'espère que déjà ces 60 minutes vous auront appris des choses, je l'espère vraiment. Et j'attends vos questions avec impatience. Bonjour et re-bienvenue dans cette deuxième partie de ce webinaire où nous allons essayer de répondre au plus de vos questions. Alors peut-être avant de commencer à les lire ensemble, première question, s'il y a une leçon à retenir de ces premières 50-60 minutes, laquelle serait avec quoi est-ce que les spectateurs doivent partir vraiment en essentiel? S'il y a un message. Pour moi, l'essentiel, c'est de comprendre que ce sont des IA conversationnelles qui s'améliorent quand vous leur faites la conversation. Je le vois, moi, mes étudiants, en début d'année, je leur dis, je veux que vous fassiez tout avec l'intelligence artificielle. Là, ils sont un petit peu étonnés parce que généralement, les profs leur disent, vous ne pouvez rien faire avec l'IA. Mais je veux que ce soit vraiment extrêmement bien fait. Et des étudiants qui ne viennent pas souvent au cours et que je vois miraculeusement arriver en ce mois de mai, parce que c'est les 2 derniers cours avant le blocus, viennent et manifestement ne comprennent pas ça. Parce qu'ils me proposent des travaux qui sont vraiment faibles. Et je dis, mais regardez, je vais prendre ce travail que vous m'avez donné, je le mets dans une IA, vous choisissez laquelle, une gratuite. Et vous lui dites, fais-moi une critique de ce travail, et en 60 secondes, vous allez avoir une IA qui vous envoie dans un stade de qualité supérieure, et vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous avez pris l'intitulé du travail que je vous demandais, vous l'avez mis dans ChatGPT par exemple, vous avez poussé sur Enter, il a répondu, vous avez fait un copier-coller la réponse et vous êtes content, mais c'est pas bon. Donc si je dois vraiment dire quelque chose, Robrecht, aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est vraiment faites la conversation. Ce qui est fait en 5 minutes avec l'IA n'est jamais bon. Si vous, grâce à l'intelligence artificielle, vous gagnez 2 heures sur une tâche, ça ne veut pas dire qu'elle doit être faite en 60 secondes. Imaginez que vous y consacriez 20-30 minutes, ce qui peut paraître long quand on travaille avec l'IA, mais vous avez quand même encore économisé 1h30. 1h30, c'est beaucoup. Et de passer de 60 secondes à 15, 20, 30 minutes, vous avez un bon qualitatif dans le travail que vous allez soumettre, fabuleux. Si c'est juste pour répondre à un mail, il n'y a pas besoin. Encore que dire une deuxième fois, relis le mail une deuxième fois et améliore, il le fait aussi. Super, merci pour ce premier conseil. Alors, on a reçu beaucoup de questions. Il y a toute une partie sur les questions de RGPD, entre autres. Les gens s'inquiètent par rapport aux droits et la sécurité derrière. Des questions sur les outils différents à utiliser ou comment se former en continu là-dessus. Peut-être juste avant de commencer, alors on a déjà eu quelques webinaires ici ces derniers jours, aussi bien en néerlandais qu'en français. Une des styles de questions qui revient régulièrement, c'est l'idée qu'on puisse utiliser l'IA, donc l'IA générative, comme un moteur de recherche un peu. Tandis que, si on comprend bien, c'est une IA générative qui recrée quelque chose et qui va essayer d'être le plus proche de la vérité. On espère dans tous les cas, mais on n'est pas sûr. Donc du coup, à quel moment est-ce qu'on reste mieux chez un Google traditionnel et à quel moment c'est mieux d'utiliser une IA en fait? Alors, si vous faites une recherche, moi je dirais une recherche sur le web, restez sur un Google traditionnel. À ceci près qu'il y a des IA de plus en plus agentives, comme on dit, c'est-à-dire qui font des recherches, qui cliquent sur Internet, qui prennent le temps, etc. Et ChatGPT le fait aussi. Dans sa version payante, il y a une petite fonctionnalité. À chaque requête que vous faites, vous pouvez appuyer sur « Recherche approfondie » et vous avez quelque chose qui part. Alors, vous avez l'impression que ChatGPT vient de tomber dans le coma parce qu'il ne se passe rien pendant 5 minutes. Et en fait, il fait une recherche très très longue. Et généralement,
là vous avez un meilleur taux de trouvailles. Pour moi, la meilleure façon d'utiliser ChatGPT, ce n'est pas comme outil de recherche, Google le fait très bien, c'est en lui fournissant des documents. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré un exemple. Si vous demandez à ChatGPT, à Perplexity ou à n'importe quel IA d'aller vérifier dans le code de développement territorial en Wallonie, par exemple, qui est en ligne, et de vous dire, tiens, est-ce que je peux mettre ça dans ma maison, il va sûrement vous inventer des tas de trucs. Par contre, si vous lui donnez le code, si vous téléchargez le PDF, alors là, vous allez avoir une réponse, je ne vais pas dire à 100% sûre, mais avec un taux d'erreur très faible. Et si vous voulez encore revérifier, moi, ce que je fais souvent, c'est je mets à 2 IA en parallèle le même document, la même question. Si je vois qu'il y a un hiatus entre les 2 réponses et que je me dis, tiens, je devrais aller regarder ça d'un petit peu plus près. Si je vois que les 2 ou 3 IA me répondent la même chose, je me dis c'est que la recherche est bonne. Par rapport au RGPD, je crois que ce sera abordé d'autres jours, mais très rapidement, parce que c'est une question qui vient très souvent. Au-delà du RGPD, il y a quelque chose de très puissant qui est en vigueur en Europe et en Belgique, qui s'appelle l'AI Act, et qui soumet les entreprises et les organisations d'une manière générale à faire une sorte de cadastre de l'utilisation de l'IA en interne. Donc si vous vous formez à l'IA, si vous utilisez l'IA, vous devez former vos collaborateurs à l'IA, c'est une obligation légale. Ça tombe bien, Sephora. Si vous dites comment se former à tous ces outils, Sephora, je crois que vous avez beaucoup de formations dans votre catalogue sur l'intelligence artificielle. En tout cas, on commence à les avoir. On a 2-3 formations qui sont déjà en cours. Les ambassadeurs, c'est un trajet qui, pour les employés de la commission paritaire, pourront la suivre. C'est en développement et on continue à le faire parce que c'est important pour tout le monde. Il y a quand même 2-3 petites questions que j'aimerais déjà aborder parce que je sens qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et que les gens, avant de proposer des outils, ça serait peut-être bien de créer encore un peu le cadre. Oui. Mais par exemple, une question qui est, quelle est l'IA la plus RGPD ou le plus conforme? Est-ce qu'il y a une IA qu'on pourrait dire qui est plus conforme? Il y en a 2, mais je dirais la principale, c'est Mistral, qui est une IA française, qui déjà dans sa version gratuite fonctionne pas mal. Moi, je la recommande souvent à mes étudiants. C'est une des 10 modèles d'IA les plus puissantes et les plus performantes au monde. Et comme c'est une IA française, on sait que ses serveurs, etc., sont sur le sol européen. Et elle a des hauts standards ISO, etc., par rapport à la confidentialité. Cela dit, si vous ne pensez pas que quand vous mettez quelque chose sur ChatGPT, par exemple, ChatGPT va se souvenir de ça. ChatGPT, ce n'est pas une banque de données. Si un jour vous mettez à titre personnel, par exemple, votre déclaration d'impôt en me disant où est-ce que je pourrais trouver des solutions pour améliorer tout ça, on va dire, si votre voisin dit, tiens, monsieur Tartampion, combien est-ce qu'il gagne, ChatGPT sera incapable de le dire. Il ne retient pas ce genre d'informations. Donc il y a 2 choses. Il y a le cadre légal et la fausse perception qu'on a de l'intelligence artificielle. Vous, en tant que collaborateur, employé d'une entreprise, vous ne pouvez pas mettre des données de vos clients, ni de vos collègues, par exemple, sur un serveur d'intelligence artificielle sans les avoir prévenus, par exemple, et obtenu leur consentement. Ça veut dire que ça limite quand même pas mal de choses. Donc, vraiment, grande prudence par rapport à ça. Ce que j'observe, c'est que l'AI Act est entré en vigueur le 1er février. Je vois qu'il donne des délais de mise en conformité de plus en plus longs parce que je crois que la Commission européenne se rend compte que c'est quand même plus compliqué que ça en a l'air. Et puis en plus, je dirais, l'environnement global mondial est plutôt la dérégulation qu'à la régulation. Suivez mon regard vers les États-Unis. Donc, je ne suis pas sûr que ça ne va pas encore évoluer en Union européenne. Très bien, merci pour ces explications. Il y a quelqu'un qui a noté qu'il y a une option « Improve the model for everyone » qu'on peut activer ou désactiver et qui se demande est-ce que ça permet une meilleure protection des données dans la version gratuite ou ce n'est qu'une impression? Tout à fait. Donc, c'est une espèce d'assurance supplémentaire. Vous pouvez demander, et donc Mistral et Claude le font de manière automatique. ChatGPT, il faut activer ça. Je pense que c'est uniquement dans la version payante qu'on sait le désactiver. Il me semble que pour la version gratuite, ce n'est pas le cas. Et donc, effectivement, quand on décoche ça d'améliorer le modèle pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'exercer sur vos conversations.
Mais quand on dit s'exercer sur les conversations, ça ne veut pas dire retenir les informations que vous lui donnez. ChatGPT ne retient pas des informations. Vous imaginez, il suffirait de 15 personnes, par exemple, qui, toutes les heures, postent Diderik Legrain est l'homme le plus riche de la planète. J'invente, ce n'est pas du tout mon fantasme, mais on peut imaginer. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ChatGPT va retenir cette information et quand un autre utilisateur à l'autre bout du monde va dire quelle est la personne la plus riche de la planète, ChatGPT va dire, selon moi, c'est Diderik Legrain, parce qu'il y a 20 personnes qui l'ont dit. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Quand on améliore le modèle avec une conversation, c'est-à-dire plutôt les interactions. L'algorithme repère, tiens, l'utilisateur a dû me redemander 4 fois d'améliorer ça parce qu'il n'était pas satisfait. Donc je retiens que généralement l'être humain préfère ce genre d'interaction plutôt que tel autre qui n'est pas la même. Vous dites, je suis un tout petit être humain et ça améliore tout ça. Moi, simplement, en parlant à ChatGPT, non, vous êtes des millions à l'utiliser tous les jours. Forcément, l'algorithme s'améliore globalement avec toutes ces interactions. Voilà ce que ça veut dire, ni plus ni moins. Ok, merci. Alors, on a mis un peu le cadre ici. En effet, on va peut-être le creuser encore un peu demain, le côté plus éthique et peut-être un peu légal. Ce n'est pas le focus direct, mais indirectement, ça sera aussi l'application demain, quand on aura l'occasion d'en discuter avec Jérémy Lahameri. Mais beaucoup de questions par rapport à des outils spécifiques et notamment le côté note-taker que vous aviez présenté au tout début, entre autres des questions de quel outil, gratuit ou non, est le meilleur selon vous pour les comptes rendus, par exemple, que ce soit en ligne ou parfois en présentiel même. Oui, tout à fait, ou même en présentiel. Alors, il y a pas mal de solutions. Il y en a une dont on parle beaucoup pour l'instant, que je n'ai pas encore testée, mais qu'un des clients m'a montré qu'il utilisait. Ça s'appelle Plaud, P-L-A-U-D. Il y a même un petit device avec un petit micro que vous pouvez avoir où ça se présente comme une espèce de petite carte magnétique que vous pouvez coller à l'arrière de votre smartphone et il enregistre à peu près tout et vous fait après ça des très bons résumés et même du mind mapping que je n'ai pas réussi à vous montrer tout à l'heure, mais croyez-moi, ça marche comme ça. Moi, j'utilise actuellement Sembly, qui est une IA américaine, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, ça s'écrit S-E-M-B-L-Y. Il y a une IA que j'aime bien, qui s'appelle Lixi, L-E-E-X-I, parce qu'elle est belge. Elle est très performante. C'est une des IA de note-taking, de prise de notes les plus utilisées en Europe. Et elle est plus que RGPD et IACT compliant, c'est qu'elle répond aussi à des normes ISO un petit peu plus strictes, etc. Ce qui est quand même pas mal, parce que comme ça, on sait que ça reste sur nos serveurs européens, si je puis dire. Voilà, et sinon tout à l'heure, je vous ai montré Notebook LM qui permet de mettre de l'audio et qui traduit automatiquement. Ça, c'est en gratuit. Les autres sont payantes. Ça, c'est en gratuit. Voilà un petit tour de... Voilà, si ça peut aider. Quelques exemples, mais en tout cas, c'est exactement ça. Un peu en lien indirect, vous avez parlé de Lexi, entre autres. Il y a quelqu'un qui a posé la question, on connaît tous les grands, que ce soit OpenAI, Google, Microsoft, qui ont développé leur modèle, mais quid des petits joueurs? Est-ce que c'est des entreprises un peu connues ou est-ce que c'est vraiment des startups? Et comment est-ce que ces financements marchent? Est-ce que ça passe quand même par les grands ou pas forcément? Alors, il y a des personnes qui pensent qu'il y a beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle différentes. Il n'y en a pas tellement, en tout cas dans l'IA générative, ce dont nous parlons aujourd'hui. Sinon, on peut aller dans d'autres sortes d'IA, dans le machine learning, etc., mais ce n'est pas du tout. Dans l'IA générative, il n'y a qu'une dizaine, 12 grands modèles qui fonctionnent vraiment bien. Quand vous utilisez Copilot, par exemple, vous utilisez ChatGPT. C'est quasiment le cas pour tout. Lixi, par exemple, qui fait son truc de résumé de réunion, de prise de notes, c'est une IA belge qui n'a pas créé une intelligence artificielle. Elle a utilisé un modèle, probablement un des grands modèles mondiaux. Je vous dis, il n'y en a que 10-12 peut-être. À chaque fois, j'en rajoute un ou deux pour être sûr de voir tout le monde. Mais disons, il y en a entre 8 et 12 qui fonctionnent vraiment bien. Alors, c'est quoi? Les grands joueurs, c'est Google avec Gemini, c'est X avec Grok, c'est ChatGPT avec OpenAI, Claude Anthropic. Il y a 2 IA chinoises qui sont des DeepSeek et l'autre m'échappe là justement, désolé pour ça, qui elles sont des plus petits joueurs, si je puis dire, qui
avec moins d'investissement, réussissent à faire des IA qui tiennent vraiment bien la route. Et puis on a Mistral en France, qui ne bénéficie pas des milliards de data dont bénéficient les gros joueurs comme Amazon, Google, etc., mais qui a fait un des modèles quand même les plus performants au monde. Donc il y a quand même des petits joueurs, mais il n'y en a pas tellement. Et sinon, tout le reste, tout ce que vous voyez, toutes les applications que vous voyez, ce sont des IA qui sont basées, qui sont des applications d'IA, mais qui sont basées sur un de ces modèles frontières, comme on dit, c'est-à-dire qui sont vraiment à la frontière de ce que l'IA peut faire ou pas faire. D'accord, donc en effet, les grands joueurs ont un impact important sur ce qui se passe. Sur cet écosystème, oui, très fort. Ouais, dans cet écosystème-là, en effet. Il y a quelques questions un peu sur des outils spécifiques. Il y a quelqu'un qui a demandé, entre autres, quel outil vous conseillez pour générer des visuels et des présentations, et aussi lequel avez-vous utilisé pour votre présentation, par exemple. Ah, ben je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que je ne l'ai pas dit assez. Donc ça s'appelle Gamma, donc c'est celle que j'ai utilisée pour ma présentation, et puis je vous ai fait un petit test tout à l'heure, même si, comme vous avez vu, il faut toujours un petit peu recorriger, etc. Ça s'appelle Gamma.app, c'est un modèle freemium. Donc de nouveau, c'est de la version gratuite, elle fait déjà pas mal de choses, mes étudiants l'utilisent beaucoup. Et la version payante, alors, vous permet d'accéder à des fonctionnalités plus avancées. Et une autre question un peu liée, mais peut-être pas que à Gamma, mais c'est par rapport aux images qui sont générées par l'IA par après. Où sont les droits? Ou est-ce que c'est libre de droit entièrement? Comment ça se situe? Eh bien, à un moment, pour un client qui refaisait son site Internet et qui faisait appel aux banques de données habituelles, banques d'images plutôt habituelles, et comme c'est un client qui est dans le secteur médical, les banques d'images montraient des photos. Tous les médecins ressemblaient à George Clooney des années 80. Enfin, c'est des images très stéréotypées, etc. Et donc, j'ai fait générer par Midjourney, mais il y en a plein qui sont aussi bonnes que Midjourney, des images très réalistes. On aurait dit du photoreportage, à tel point que mon client m'a fait signer, pour être sûr que je n'utilisais pas des photos de personnes vraies. Et donc j'ai dû m'engager en disant non, ce sont des images faites par IA. Et si un jour il y a quelqu'un qui vient frapper à votre porte en disant hey, c'est moi sur la photo, je m'engage à vous payer tout ce que vous voulez de dommages et intérêts parce que j'étais sûr à 100% qu'il n'y avait pas de droit sur ces images. Ce sont des images générées. D'ailleurs, c'est un petit peu rigolo, rigolo ou bizarre. Parfois, j'ai encore des étudiants qui, en travaillant sur des générateurs d'images gratuites, ils ont des images où on voit encore des filigranes dessus. Des filigranes comme quand vous essayez de télécharger une image d'une banque d'images et qu'il vous dit vous n'avez pas payé, il y a un filigrane dessus. Eh bien, bizarrement, l'IA s'est tellement exercée sur ces millions d'images non libres de droit que parfois il y a encore des filigranes sur des images qui ne veulent rien dire et qui sont tout à fait... Donc la question des droits, c'est un petit peu compliqué parce que, d'ailleurs, il y a plein de procès dans le monde entier sur les concepteurs d'IA pour dire, mais vous avez utilisé du contenu humain, des photos, des films, des livres, des articles, etc., des cours universitaires pour faire ça. Donc la bataille sur les droits se passe plutôt entre les concepteurs d'IA et le représentant des droits d'auteur, plutôt que vers l'utilisateur d'une IA qui a fait une photo grâce à ChatGPT. Il n'y a personne qui viendra lui dire c'est une photo, c'est bizarre, ça ressemble à une maison. Ça n'arrive jamais. Il y a encore quelqu'un qui a une question plus par rapport à votre utilisation personnelle. Quel outil de reconnaissance audio vous utilisez et vous recommandez? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire reconnaissance audio. C'est la question, je la relis comme oui, je vous crois, Rubrique. On va essayer d'interpréter. J'imagine que ce que vous demandez, c'est quel outil fait ce qu'on appelle du speech to text, c'est-à-dire avec de l'audio. Je suppose que l'audio, ce sont des personnes qui parlent, pas de la musique ou autre, et qui non pas reconnaît qui parle, mais en tout cas le transcrit. J'en ai parlé là il y a quelques secondes, NotebookLM, Sembly, Lixi, Plode, il y en a vraiment beaucoup. Qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus efficaces. Et en fait, ça existe depuis des années. Si vous vous souvenez, Word, ça fait bien 10 ou 15 ans qu'il y a un petit outil dicté, et que quand vous appuyez sur le petit outil dicté dans Word, il retranscrit ce que vous dites.
C'était jamais extraordinaire, maintenant ça s'améliore extraordinairement. Tout à l'heure, par exemple, je vous ai montré à plusieurs reprises, je parle à mon ordinateur et retranscrit à l'écran ce que je viens de dire. Ça, c'est une petite application que j'utilise qui s'appelle Whisper, comme en anglais, le murmure, Whisperflow. Voilà. Très bien. Il y a quelqu'un qui pose aussi des questions, enfin, en néerlandais ce matin, on a beaucoup de questions par rapport à des secteurs spécifiques qui font partie de la commission paritaire. Ici, on en a une qui demande spécifiquement pour la fonction de gestionnaire de paye, comment l'IA pourrait m'aider, par exemple. Alors, je ne prétends pas connaître tous les métiers de votre secteur, malheureusement. Et donc, je ne sais pas ce que vous faites exactement tous les jours comme opération manuelle, si je puis dire, avec un ordinateur. Mais j'imagine que dans le secteur où vous travaillez, monsieur ou madame, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être géré par l'IA. Il y a de la répétitivité, il y a des données, et il y a un format souhaité, qui est, par exemple, de décider le montant exact du salaire et les calculs de primes, de ceci, de cela. Vous avez tous les ingrédients pour que ce soit traité par l'IA. Vous avez des données, vous avez même beaucoup de données, vous avez de la répétitivité et vous avez derrière un historique, c'est-à-dire que vous pouvez mettre tout votre historique de paiement ou de gestion de salaire de votre entreprise. Et donc, c'est trois choses que l'IA adore pour vous aider à gérer ça. Alors maintenant, je sais qu'il y a des logiciels qui intègrent de l'IA dans, tout simplement, vous n'êtes pas obligé de passer par un outil d'IA conversationnel et génératif comme ChatGPT. Par exemple, moi, je suis indépendant. Je vois bien que ça fait quelques années maintenant que mes documents au comptable, eh bien, soit je fournis, si je reçois des factures électroniques, je les fournis directement dans le truc. Parfois, c'est encore des tickets de caisse et ce genre de choses. Désormais, je n'ai plus qu'à prendre une photo avec mon smartphone et mon cabinet comptable a un logiciel qui dit, voilà, c'est autant la TVA, patati patata, et qui le met dans le bon truc. Donc là, il y a de l'IA sur leur plateforme qui s'appelle Bill2Box, qui est une grosse plateforme mondiale, si je puis dire. Et donc, il y a probablement déjà pour vous, monsieur ou madame, des outils IA embarqués dans des logiciels, mais je ne les connais pas tous. Donc, en effet, beaucoup des choses que l'IA sait faire au mieux, ou générer ici, ou soutenir en tout cas les besoins, c'est quand c'est des choses qui sont assez standardisables, faciles à faire une routine dedans. Et donc là, ça pourrait être intéressant. Alors, chaque employé, chaque fonction a ses spécificités, on ne peut pas tout savoir. Mais là-dessus, en effet, ça pourrait être intéressant d'avoir un consultant qui vient vous aider. Et Sephora va proposer bientôt, on est en train de développer un trajet d'accompagnement, de formation pour les ambassadeurs IA. C'est-à-dire, il y a une attente exprimée par le gouvernement que chaque entreprise forme quelqu'un en interne qui est point de référence pour les questions IA en interne. Et donc, ça, on vous recommandera aussi, dès qu'elle sera en ligne, de la suivre parce que ça permettra de mieux accompagner et d'être plus agile à cet effet-là aussi, une fois que ce sera le moment. Très important. Autre question ici, alors un peu plus générale de nouveau, c'est quelqu'un qui pose, si je comprends bien, un chatbot, c'est une version adaptée d'une IA pour une tâche personnalisée. Comment peut-on créer une chatbot ? Vous avez bien compris, un chatbot, c'est une IA qui, effectivement, a des instructions pour une tâche bien précise. C'est important de dire tâche bien précise parce que ça m'arrive de rencontrer des personnes qui ont une incompréhension de ça et qui disent à ChatGPT, voilà, tu es mon IA, tu vas m'aider pour toutes les tâches administratives. Et donc, l'instruction, c'est tu vas m'aider pour toutes les tâches administratives. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Ça s'appelle quelque chose de... Ça déborde, en tout cas, la capacité d'un simple chatbot. Plus vous avez des chatbots spécifiques pour des tâches bien précises, plus ils seront performants. Alors, comment vous pouvez en créer un ? Vous avez plein de possibilités. Aujourd'hui, j'ai parlé de plusieurs plateformes. J'ai parlé notamment de ChatGPT, j'ai parlé de Claude, j'ai parlé de Perplexity. Il y en a plein d'autres. Mais sur déjà ces trois-là, vous avez la possibilité de créer des assistants IA. C'est-à-dire, vous utilisez le modèle sous-jacent, ChatGPT, Claude ou autre, et vous lui donnez des instructions et de la documentation. Vous pouvez mettre pas mal de documentation. Vous dites, voilà, je voudrais que tu aies un chatbot comme ça. Voilà, par exemple, un exemple.
pour l'onboarding. L'autre jour, il y a une entreprise qui me dit, bon, on a un PDF, il n'est pas terrible, et chaque fois qu'on a des nouveaux collaborateurs, et ils engagent beaucoup, une entreprise en forte croissance, on doit refaire l'onboarding, et ils ont ce petit PDF, c'est quand même pas très sympa à lire, il y a 15 pages, avec les règles, les ceci, les cela. C'est vrai que c'est pas très sympa. Alors avec l'IA, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un chatbot. On a mis ce PDF, et on a aussi enregistré les questions des 10 collaborateurs suivants qui ont été engagés, qui lisaient le questionnaire, enfin le document, et puis après qui posaient des questions aux humains, si je puis dire. Et donc on a fait comme ça après une liste de foires aux questions, une FAQ. Donc on a mis la FAQ et les règles internes et le document d'onboarding, on l'a mis dans un chatbot, dans ChatGPT, simplement en disant « Tu réponds aux questions de l'utilisateur, tu ne vas pas sur le web, tu n'inventes rien, tu te réfères uniquement aux instructions qu'on te donne et aux documents qu'on te donne. » Ça va très facilement, hein. Vous êtes sur ChatGPT ou sur Claude, il faut une version payante pour cela. Vous créez Custom GPT, ça s'appelle, GPT personnalisé. Vous mettez les instructions, vous mettez votre documentation, vous le testez une fois ou deux, vous changez un petit peu les instructions en disant je voudrais que tu sois plus sympa, que ceci, que cela, que tu poses quelques questions, que tu demandes d'abord à la personne comment elle s'appelle pour l'accueillir. Voilà, on améliore. Une fois qu'il est bon, on appuie sur publier, vous partagez le lien avec tous vos collaborateurs, vous le mettez sur votre site ou vous faites ce que vous voulez et vous avez votre chatbot. Et ce chatbot, est-ce que c'est d'office sur un compte payant ou est-ce que c'est d'office en développement en externe payant ou comment le voir? Alors, les chatbots peuvent être relativement facilement faits sur je dirais le back-office, si je puis dire, de ChatGPT, la plateforme OpenAI. On peut créer des chatbots là directement. Ça ne ressemble plus du tout à ChatGPT. Au ChatGPT, vous connaissez, c'est un peu plus technique, mais il ne faut pas avoir fait Matsup pour y arriver. Et vous créez votre chatbot et après, vous pouvez l'intégrer où vous souhaitez, sur votre site ou dans une messagerie, par mail. Enfin, vous pouvez l'intégrer un petit peu comme vous voulez. Donc, ça ne demande pas spécialement du développement. Et si vous voulez vraiment la version simple, eh bien, je vous dis, Custom GPT sur ChatGPT, vous avez un lien, vous pouvez le mettre à disposition de la planète entière ou uniquement en interne, c'est vous qui choisissez, et vous avez un chatbot qui fonctionne bien et qui est confidentiel, c'est-à-dire le créateur du chatbot voit le nombre de discussions qu'il a eues, mais ne voit pas qui a conversé avec, ni surtout les questions-réponses. Parce qu'imaginez, vous êtes RH, vous voulez que vos employés, quand s'informent bien sur la législation, par exemple sur l'IA, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Si l'utilisateur se dit, attends, si je pose des questions au chatbot, mon patron va voir que j'ai dit, tiens, oups, j'ai fait ça, j'aurais pas dû, et il va m'engueuler. Non, on ne sait pas lire, donc ça peut être très, très confidentiel, et c'est très pratique. Et je vous dis, en quelques heures, vous maîtrisez l'art de créer des chatbots sur OpenAI, sur ChatGPT, il n'y a aucun problème. Justement, une des formations qui est en cours de développement chez Sephora est sur le chatbot et va sortir dans les prochains mois. Donc, n'hésitez pas à regarder pour le voir apparaître sur vos feeds aussi. Stay tuned. Comme on peut dire, en effet. Il y a encore plusieurs questions un peu plus sur la technicité, le fonctionnement. Mais avant ça, j'avais une question que je voulais demander, c'est plutôt sur comment aborder l'IA, en fait, quand on ne la connaît pas. Quelle est la meilleure façon d'appréhender, d'apprivoiser l'IA, en fait, et pour se l'approprier au final? C'est une question basique et tellement importante, Robrecht. Moi, je vois bien que quand je donne des formations, quand je vois au bout de quelques heures de formation quelqu'un qui, le lendemain, m'envoie un mail ou un SMS, et est-ce que ChatGPT peut aussi traduire ça? Je me dis, c'est que je n'ai pas donné une bonne formation. Parce que, moi, je dis toujours, ne me le demandez pas à moi, demandez à ChatGPT, demandez à l'IA. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de travailler avec l'IA. Commencez petitement. Une fois, et ça m'a vraiment marqué, c'était au début de ChatGPT, j'avais donné une formation dans une entreprise familiale, une centaine de personnes, et j'étais embêté parce que le CEO était quelqu'un qui aimait vraiment bien l'IA. Et il me dit, viens former mes équipes.
Donc, il me dit, est-ce que abonnement payant, pas payant? Je dis, écoute, abonnement payant pour tout le monde pendant un mois, et puis au bout d'un mois, on fera le point. Et puis, je rencontre plusieurs équipes et plusieurs fois. Et les feedbacks, à chaque fois, j'étais un petit peu embêté parce que j'entendais « Ah ouais, c'est super, ça m'a fait mon programme de tennis. Ah ouais, c'est super, ça m'a aidé pour corriger le devoir du gamin, etc. » Donc, vraiment, je dis « Écoutez, c'est bien, mais utilisez-le aussi au boulot parce que, voilà, c'est votre employeur qui vous paye ça. » Et après, Xavier, le CEO, m'a dit « Tu sais, moi, ça ne me dérange pas qu'il l'utilise pour... des petites choses de la vie quotidienne. » Il dit, moi, c'est comme ça que j'ai vu l'intérêt. Je l'ai utilisé pour faire des trucs à la con, refaire mon jardin, calculer un truc, etc. Et c'est là que j'ai vu le potentiel. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous n'y connaissez absolument rien, testez-le pour à peu près tous les domaines de la vie quotidienne, que ce soit au boulot ou pas, mais démarrez la conversation. Voyez jusqu'où l'IA peut vous être utile. Et si ce n'est pas utile, c'est que l'IA n'a pas bien travaillé pour vous, et donc il faut refaire des instructions. Petit tip, petit conseil. Vous demandez à ChatGPT, par exemple, parce qu'il est très connu, vous lui posez une question, ou Copilot ou autre, ce qu'on appelle un prompt, une requête. Vous avez une réponse. Faites l'expérience de dire à votre IA, OK, merci pour la réponse, maintenant je voudrais que tu reformules mon prompt pour que la réponse soit d'une meilleure qualité. Et là, vous allez voir, ChatGPT ou Gemini ou Copilot ou autre va vous faire un prompt, généralement, ça passe de 2 lignes à 15 lignes, il vous fait un prompt beaucoup plus détaillé, une requête beaucoup plus détaillée. Puis vous lui dites, OK, bon, réponds à ce prompt. Et vous voyez, la différence est tout à fait extraordinaire. Donc des fois, il suffit de demander à ChatGPT. Un autre petit conseil, comme ça, quand vous démarrez, vous arrivez au bout d'une tâche, quelle que soit la tâche, hein, même si c'est pour un plan de table, parce que vous recevez des amis et vous serez 24 à table, et il y a tante Nanen qui ne veut pas être assise à côté de oncle machin, bon. Ou que ce soit une recette, enfin qu'importe. Une fois que vous avez une réponse, même au bout de 2 ou 3 recommence, sois plus précis, etc., vous dites, OK, ta dernière réponse, je voudrais bien que tu l'évalues de 1 à 10. Et généralement, vous allez voir, l'intelligence artificielle se donne une réponse entre 7 et 9. Généralement, c'est 8. Pourquoi? Alors qu'on lui demande le truc, on aimerait bien que ce soit fait du premier coup super bien. Eh bien, pourquoi? Parce que les concepteurs brident un peu l'IA. Si tous les utilisateurs de ChatGPT utilisaient la full puissance de ChatGPT partout dans le monde, à chaque seconde, pour n'importe quelle recette de tarte aux pommes, les serveurs de ChatGPT auraient fondu depuis belle lurette, donc ils la brident. Et donc, si vous dites, OK, maintenant je voudrais que tu passes à 10, et vous allez voir tout à coup l'IA qui travaille beaucoup mieux. Au tout début, quand j'utilisais ChatGPT, et ça c'est aussi quelque chose que je vous dis, l'IA calcule très bien, mais ne sait pas bien compter. Donc, une fois, j'ai mis une réunion, la transcription d'une réunion audio, il y avait 17 personnes. Et j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé, et il en oubliait plein. Et puis à la fin, je lui ai dit, mais non, il y en a 17. Il en remettait un, mais non, t'es pas à 17. Ça m'énervait. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu le fasses bien du premier coup la prochaine fois? Et donc, ChatGPT dit, demande-moi le temps pour le faire bien. Waouh! Une IA qui demande à l'humain de demander à l'IA de prendre plus son temps. Je dis, OK, j'ai tout effacé pour être sûr. J'ai redemandé, tiens, fais-moi un résumé. Il ne se souvenait pas de quoi on parlait, donc ça veut bien effacer. Et donc, j'ai recommencé, j'ai fait la même transcription, la même demande, et j'ai juste ajouté, prends le temps pour le faire bien. Et c'était impeccablement fait du premier coup. Et prends le temps, c'était 2 secondes. Pour une IA, c'est une éternité. Pour un humain, on ne voit même pas la différence. Donc voilà, faites la conversation, et s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous dites, mais nom d'une pipe, pourquoi est-ce que tu ne parviens pas à faire ça? Et il va vous dire, il faudrait peut-être me dire d'abord comment je dois faire, parce que je ne comprends pas. Ah ouais, tiens, j'ai oublié de te dire. Ce que je vois bien, c'est que les humains ont tellement l'habitude de faire des choses, c'est normal, qu'ils ont du mal à l'expliquer à des non-humains. Si par exemple, on dit à un collaborateur, allez, voilà un brouillon, tu me mets ça au propre. L'IA va peut-être avoir un petit peu de mal à comprendre ce que vous entendez par mettre ça au propre. Et donc, parfois, il faut réexpliquer des choses simples en disant, voilà, j'attends ça de toi, que tu fasses mieux comme ceci, etc. Voilà, c'est un terrain de jeu dans lequel je vous invite à participer de manière raisonnée, parce que l'IA consomme
beaucoup d'énergie. Et donc, c'est quelque chose qui a été aussi abordé ou qui va être abordé, je pense, le prochain jour. Donc, moi, je m'amusais à faire des petites chansons rigolotes chaque fois que j'ai invité quelqu'un à prendre un apéro. Je fais plus ça parce que je sais que c'est de l'énergie gaspillée pour rien. Donc, je me contente d'un SMS. Super. On est à court de temps, entre-temps, on ne va pas pouvoir aller dans des questions plus techniques à nouveau, malheureusement. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Aussi sur la façon d'apprendre, les petits tips et tricks de reposer la question ou demander le feedback de l'engin même pour savoir mieux prompter dans le futur. Prompter, c'est poser la question. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu et présenté. Avec plaisir. Et j'espère à une prochaine, Didrik. Quand vous voulez, Robrecht. Au revoir à toutes et tous. Et sur ce, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Sachez qu'il y a encore demain le dernier webinaire de cette semaine. De suite, dans les quelques semaines qui suivent, vous auriez aussi le lien, si vous êtes inscrit à un de ces webinaires, vous recevrez le lien vers la présentation et la vidéo. Donc, suivez cela. Il y a des formations qui vont sortir, donc n'hésitez pas non plus de les suivre. Et si vous avez en particulier aimé ce format de webinaire, en effet, il y en a encore qui vont suivre à partir de septembre. Ça va s'appeler les Flash IA, où nous allons, avec un expert, un utilisateur final, un start-up par exemple, où on va les inviter et discuter une nouveauté, une autre façon d'aborder, comment voir d'une autre façon, d'une nouvelle façon les choses. Il y aura toujours un lien avec un quiz, que ce soit avec ces webinaires-ci ou les webinaires du moment. Et bien sûr, regardez nos réseaux pour tout en savoir. Merci d'avoir été là avec nous et j'espère à demain.